Alors sur sur le dommage, donc différentes sortes de dommages corporels, matériels, moraux. On rentre pas, je vais pas rentrer dans le détail. Après, pour vous, ça peut être bien au moins d'aller regarder la nomenclature d'un TIAC pour voir les différents postes de préjudice. On n'attend pas de vous dans le cas pratique que vous puissiez détailler les différents préjudices. Euh, les différents types de préjudice, mais ça peut être bien de le savoir pour vous. Sur les caractères du préjudice, là j'ai pas grand chose sur caractère direct, certains, légitimes, personnels, pas de difficulté particulière. Enfin, j'ai pas d'arrêt en particulier à évoquer. Euh, Sur la perte de chance, n'oubliez pas la perte de chance, c'est la perte d'une éventualité favorable qui, vous pouvez pas demander la totalité de la chance qui est perdue. Donc ça, il faut faire bien attention. Mais sur ça, je vous renvoie à vos différents manuels ou autres sur ces différents éléments. Pour ce qui est de l'actualité, donc là, il y a quelques arrêts. Il y en a qui sont assez techniques, on pourra passer plus rapidement, d'autres qui sont un peu plus intéressants. Notamment le premier, de la Chambre commerciale du 12 février 2020, qui est que je trouve très intéressant, alors qui est sur de la concurrence déloyale. Euh, Simplement pour vous rappeler déjà que c'est qu'en matière de concurrence déloyale, la chambre commerciale, elle retient selon les types d'actes de concurrence déloyale, encore une fois, mais souvent elle retient qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale. On a une sorte de présomption de faute s'il y a un acte de concurrence déloyale. Ce qui peut être un petit peu contraire au principe de la responsabilité civile. Euh, il y a eu un certain nombre de débats justement sur est-ce que c'était vraiment une présomption de préjudice ou est-ce que c'était autre chose. Euh, En fait, donc on peut considérer, et là en fait cet arrêt de la chambre commerciale nous réexplique encore une fois donc ces nouvelles formulations des arrêts de la Cour de cassation, dit que c'est cette jurisprudence qui énonce une présomption de préjudice sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l'étendue de celui-ci. On lui dit, certes vous avez un préjudice, mais il faut démontrer l'étendue de celui-ci. Et si on n'arrive pas à démontrer l'étendue de celui-ci, alors potentiellement on n'a pas de dommage-intérêt. Et pourquoi on a cette règle-là? Eh bien c'est pour donc la Cour de cassation, c'est pour répondre à la nécessité de permettre au juge une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. Donc là, on est encore dans le cœur de l'arrêt. C'est d'autant plus difficile en matière de parasitisme économique, donc une certaine concurrence déloyale, concurrence parasitaire ou agissement parasitaire, euh, notamment parce qu'en matière de parasitisme, eh bien voilà, quelqu'un va aller récupérer des efforts intellectuels, des investissements d'une autre partie pour sa propre communication par exemple. Et parfois ça peut être assez compliqué de dire est-ce que vraiment il y a euh, une perte de chiffre d'affaires ou autre et quelle est la mesure directement liée à ce parasitisme économique. C'est particulièrement compliqué de démontrer un préjudice dans ce type d'acte. Et donc là, on a la Cour de cassation qui nous dit lorsqu'on est dans cette situation, notamment de parasitisme, euh, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale. Donc on peut prendre en considération l'avantage indu que l'on va ensuite moduler à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectées par ces actes. Là, après, c'est un peu plus technique. Mais un peu plus loin, en fait, c'est un peu plus clair, où elle nous dit qu'en fait, on peut prendre le point de départ, c'est de calculer l'économie injustement réalisée. C'est-à-dire que quel est le montant que le parasite, le concurrent parasitaire, le parasite, quelle est l'économie qu'il a injustement réalisée. Cette économie qu'il a injustement réalisée, en théorie, ça n'a rien à voir avec avec le préjudice subi par la victime. Il dit s'il a fait une économie de 20 000 euros en recherche et développement ou en frais de communication, c'est pas pour autant que la victime, elle a un préjudice de 20 000 euros. En théorie, on pourrait dire que c'est deux éléments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et bien là, non, le point de départ, on nous dit bien que c'est l'économie injustement réalisée, que ensuite on va moduler avec les volumes des affaires respectifs entre les deux parties.
Donc c'est assez intéressant. Ça reste peu clair. Même moi, à mon niveau, je ne comprends pas véritablement. Je sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment je peux utiliser cette jurisprudence, cette décision qui devrait faire jurisprudence. Ça reste un arrêt publié, mais c'est très intéressant. En tout cas, de un peu ce changement de paradigme en matière de concurrence déloyale, même presque en matière de concurrence parasitaire, euh, sur comment évaluer les dommages-intérêts. Donc décision qui est assez intéressante. C'est vrai que j'ai pas vu de commentaires, alors j'ai pas été en chercher non plus, mais je pense que c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, deuxième décision, la deuxième chambre civile du 20 mai 2020 sur la prédisposition. Donc là, ah oui, c'est un accident de la circulation. Simplement, de cet accident de la circulation, la victime, apparaît pour la victime un tremblement. Premier tremblement, et donc les analyses révèlent un syndrome de Parkinson. Et l'expertise médicale démontre que l'accident a mis en avant la maladie qui existait, qui était déjà ici, mais qui était déjà dans le corps de la victime, mais qui n'était pas manifestée. Eh bien, l'accident a mis en avant, a révélé le syndrome parkinsonien. Et donc toute la question c'était, est-ce que l'auteur de l'accident devait répondre de l'intégralité du préjudice, alors que le syndrome parkinsonien, il était déjà latent, et il allait intervenir. Et en fait, la solution, c'est, il allait intervenir, oui, mais on ne savait pas quand, et potentiellement, il aurait pu intervenir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Là, c'est l'accident qui l'a déclenché, qui l'a révélé, et donc réparation intégrale, et donc l'auteur doit indemniser pour la totalité des préjudices liés au syndrome parkinsonien. Donc une décision qui est aussi assez intéressante. Ensuite, chambre criminelle, 17 décembre 2019, sur une prothèse, c'est... Ah oui, double point, alors qui est un peu plus technique, effectivement, que moins essentiel, mais qui était assez intéressant. Donc on a une personne qui a été amputée de la jambe à la suite d'un accident. Et l'arrêt d'appel, elle refuse d'accorder une indemnisation pour une prothèse esthétique, en relevant que la victime avait déjà été indemnisée de son préjudice esthétique permanent dans une décision antérieure. Elle avait été déjà indemnisée pour un préjudice esthétique permanent, donc elle ne peut pas demander par la suite une somme pour une prothèse esthétique. L'arrêt de la Cour d'appel est cassé, et la Cour de cassation nous dit que la réparation du préjudice esthétique permanent, qui est de nature extra-patrimoniale, et consistant en l'altération de l'apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe le droit à l'indemnisation de dépenses de santé futures, destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique. On a bien deux chefs de préjudice qui sont distincts. Et dans ce même arrêt, toujours, il y a cette dichotomie qui est également opposée, parce que la victime demandait également la réparation d'un préjudice d'agrément, en raison de l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir, dans les mêmes conditions. Et la Cour de cassation nous dit ici, ça, c'est une réparation de nature extra-patrimoniale, le préjudice d'agrément, et ce préjudice d'agrément ne saurait exclure par principe le droit à l'indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse de sport permettant la pratique d'activité physique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a à chaque fois, on a de bien distinguer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, qui sont deux postes de préjudice de nature extra-patrimoniaux, et ensuite les dépenses de santé futures pour une nouvelle prothèse esthétique ou pour une pratique de sport. On a bien deux postes un peu différents. Alors, oui, c'est vrai que c'est un peu plus technique, je ne suis pas convaincu que vous puissiez en avoir un intérêt dans le cadre du CRFPA, mais au moins, vous le savez. Ensuite, alors, les deux autres sont également des décisions un peu techniques sur le préjudice d'agrément. En plus, c'est deux arrêts qui ne sont pas publiés, 10 octobre 2019 et 13 février 2020. Mais c'était dans le premier du 10 octobre 2019, on rappelle que le préjudice d'agrément, donc c'est sur l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir.
c'est pas uniquement une impossibilité totale, mais ça peut être simplement également une limitation de la pratique régulière du sport. Donc ça, c'est le premier rappel de l'arrêt du 10 octobre 2019. Et dans l'arrêt du 13 février 2020, là, dans cet arrêt, il y avait la cour d'appel, elle avait refusé un préjudice d'agrément parce que la victime ne prouvait pas une pratique habituelle du football. Elle démontrait simplement qu'elle avait participé à plusieurs rencontres amicales, mais elle ne démontrait pas une pratique habituelle. Encore une fois, l'importance des preuves, quelles sont les preuves dont on a à disposition. Donc il faut toujours se préconstituer des preuves si vous avez aujourd'hui une activité sportive. Préconstituez-vous des preuves. Et donc la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel en disant que la prise en compte de la pratique d'une activité sportive ne saurait être conditionnée à la manière de l'exercer. La victime devant seulement prouver une pratique antérieure régulière, mais pas les modalités de cette pratique, si c'était uniquement lors de simples rencontres amicales, ou est-ce qu'il y avait une pratique d'une salle de sport, d'une salle de musculation, d'un club de sport, et ainsi de suite. Donc deux arrêts un peu plus techniques sur le préjudice d'agrément, mais qui sont intéressants. Ensuite, l'arrêt de la première chambre civile du 24 octobre 2019 sur l'accompagnement de fin de vie. Alors là aussi, c'est quelque chose d'assez technique dans cet arrêt. Et puis dernière décision qui n'est pas technique, mais qui est peut-être moins essentielle également pour vous parce que c'est du droit du travail, mais c'est quelque chose d'important sur le préjudice d'anxiété lié à l'amiante. On avait depuis 2010 notamment toute une construction de la Cour de cassation sur les victimes de l'amiante. Et donc en gros toutes les personnes qui avaient travaillé dans une entreprise où il y avait de l'amiante, mais qui étaient reconnues d'une manière réglementaire, pouvaient automatiquement se réclamer d'un préjudice d'anxiété qui est une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Donc à tout moment on se dit on peut avoir une maladie liée à l'amiante, et donc c'est un préjudice d'anxiété. Et donc depuis 2010 ça existe. Il y a eu un arrêt très important de l'Assemblée plénière, le 5 avril 2019, qui ouvrait ce préjudice d'anxiété à toutes les personnes qui avaient travaillé dans une entreprise où il pouvait y avoir de l'amiante. Pas simplement à celles qui étaient listées de manière réglementaire. C'est potentiellement, si vous aviez travaillé, vous arrivez à démontrer que vous aviez travaillé dans une zone avec de l'amiante, vous pouvez prétendre au préjudice d'anxiété. Ça, c'est un arrêt de l'Assemblée plénière, donc un arrêt important du 5 avril 2019. Et bien là, par cet arrêt du 11 septembre 2019, eh bien on étend encore ce préjudice d'anxiété, et là même on dépasse l'amiante, puisque on nous dit c'est pour toute substance, une exposition à une substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et donc d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Et donc là, il y a cette possibilité d'agir contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Donc c'est du droit du travail, mais voilà, on sort un petit peu, c'est dans le droit de la responsabilité, et donc encore sur cette philosophie de quel préjudice on peut réclamer pour quelle faute. Voilà sur les quelques arrêts à retenir sur cette partie sur le dommage.